Chers amis, bienvenue à ce présent programme de l'émission Éclairage. Je suis Justin Mpati, juriste expert consultant bilingue. Vous le savez très bien. Alors, je voudrais mettre le doigt sur quelque chose de très très important à l'occasion de ce programme de Pass Média. C'est un plaisir pour moi de vous voir nombreux, de constater que vous partagez cette émission, de constater que vous envoyez à des personnes qui vous sont chères. N'oubliez pas, c'est une forme de formation à distance. C'est une technique mise en place pour pouvoir vous faire du coaching de manière virtuelle et de manière indirecte. Et je suis très sûr que cela vous sera profitable. Ça peut même être utilisé pour donner des formations, ça peut être utilisé pour guider, pour conseiller, pour orienter. Alors, ceci étant, ce sur quoi nous allons échanger, ça va toucher une faiblesse du monde éducatif, du monde artisanal, et des projets et activités initiées par les jeunes, des actions conduites par certaines coopératives, certains clubs, je dis bien clubs, en tenant bien compte de ces spécificités managériales. Et ça va toucher un peu à des mutuelles. Et quand je parle du monde éducatif, je parle en fait de la gouvernance et du management éducatif. Alors, quand je parle du management et de la gouvernance éducative, et quand je parle du management et de la gouvernance en milieu artisanal, en m'adressant aux artisans, et lorsque je parle de la gouvernance et du management des projets et activités conduits par les jeunes, c'est ta raison. Nous allons échanger sur piloter suivant une approche entrepreneuriale. Vous avez un petit local que vous appelez atelier. Je parle des couturiers, des coiffeuses, coiffeurs, photographes et toute autre activité qui se déroule dans le cadre artisanal. Vous considérez comme enseignant, grand diplômé, professeur certifié d'anglais ou professeur certifié de droit ou de PS ou d'économie ou d'anglais, nommé comme chef d'établissement, premier responsable de l'établissement d'enseignement général ou premier responsable d'établissement d'enseignement technique et professionnel ou bien premier responsable du centre de formation et professionnel. Vous êtes un conglomérat de jeunes, vous êtes un ensemble de jeunes qui se sont mis ensemble pour raison de chômage ou de sous-emploi afin de créer une association des jeunes pour le développement d'IFANI ou association des jeunes pour le développement d'Atakpamé ou association des jeunes pour l'émancipation des jeunes filles dans Koumassi, au Ghana. Et il y a un certain nombre d'éléments, il y a un faisceau d'éléments caractériels qui pourraient limiter votre mode de gouvernance et votre mode de management. Voyez, déjà, quand nous prenons le milieu éducatif, qui est un milieu de grands diplômés, vous y retrouvez des docteurs, vous y retrouvez des masters, vous y retrouvez donc des professeurs certifiés qui sont des masters, des titulaires de masters professionnels. Vous y retrouvez des titulaires de licence professionnelle. Déjà, ce n'est pas facile d'avoir une licence. Donc, dans le monde éducatif, vous constatez de grands diplômés. Des gens qui, suivant le format occidental et surtout français de formation, lequel format est en train de s'internationaliser ou en train de s'angliciser pour devenir format licence, master, doctorat. Ceux qui ont préparé ce format-là, ils ont une grosse tête en griffe. Et ils se disent, bon, nous sommes les privilégiés de la République et nous avons accès au savoir, nous avons accès à la connaissance. Or, le savoir à lui seul n'apporte pas l'argent. Le savoir à lui seul n'apporte pas le profit. Le savoir à lui seul n'apporte pas la réussite. Et vous interrogez les spécialistes en ingénierie de la formation, ils vous le diront.
Il faut du savoir-faire, il faut du savoir appliquer, il faut du savoir-être, il faut du savoir-vivre. J'ai échangé avec un monsieur la fois passée, c'est un couturier spécialiste veste. Il coud des vestes et il est très bon dans son domaine. Et en même temps, il suit de la formation pour pouvoir se renforcer au plan de la gouvernance publique, au plan du management des projets et autres là. Et qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait que selon lui, lorsqu'une personne a de grands diplômes, occupe un grand poste et que cette personne n'a pas une bonne éthique, cette personne n'est pas compétente. Vous voyez, déjà par rapport à ce couturier-là, de renom, spécialiste veste, pour qu'on puisse dire que quelqu'un qui est professeur certifié, qui est directeur d'un CEG ou directeur d'un lycée technique, ou pour qu'on puisse dire d'un docteur qui dirige tel centre, telle structure d'État ou telle structure privée. Je préfère dire État, parce que privé, au niveau des structures privées, surtout de type commercial, industriel, il y a très peu de quacks que je relève, qui m'ont servi en fait à bâtir ce thème. Alors, si déjà lui, il intègre l'éthique, la morale, et le savoir-vivre, tenir sa parole, tenir promesse, lorsque se faire respecter, lorsqu'on est au milieu des gens, faire en sorte que les gens vous considèrent, tenir compte du relationnel, ne pas avoir une vie puante, ne pas avoir une vie sociale et relationnelle puante, ne pas être quelqu'un qui aime les coups bas. Si lui ramasse tout ceci là, comme éthique, comme morale ou comme moralité, et qu'il intègre dans la compétence. Et selon lui, sans ça, il n'y a pas compétence. Raison de plus pour que nous autres qui sommes dans la recherche-action, dans la recherche fondamentale, que nous y tenions regard sérieusement. C'est pour dire quoi? Pour dire que mes amis qui sont grands diplômés, qui dirigent des structures d'État là, ou surtout les structures à caractère social telles qu'un établissement d'enseignement secondaire ou bien un lycée technique, je vous en prie, essayons un peu d'oublier nos diplômes et opérons comme les anglo-saxons. Et mes amis qui sont artisans et qui sont pleins de complexes d'infériorité, qui vivent dans un environnement social africain, selon lequel c'est lorsqu'on a échoué dans les études qu'on devient coiffeur. C'est bien faux. C'est lorsqu'on a échoué dans les études qu'on devient couturier. C'est très faux. C'est lorsqu'on a échoué dans les études qu'on devient coiffeuse. C'est bien faux. C'est lorsqu'on a échoué dans les études qu'on devient photographe. Oh, c'est archi faux. Je voudrais qu'ils élèvent leur mental à l'image de la théorie de Jérôme Carlos en matière de développement personnel, de positivité et de coaching. Parce que Jérôme Carlos, paix à son âme, c'était un grand as en matière de développement personnel. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit de toujours voir le verre à moitié plein. Je voudrais à présent vous dire à vous les artisans, élevez votre conscience, élevez vos capacités, voyez que vous pouvez grand, voyez que vous devez rêver grand, voyez que vous êtes des chefs d'entreprise, voyez que vous n'avez pas d'atelier, parce que tout commence au plan mental, se traduit par la suite au plan conceptuel, pour par la suite aller au plan stratégique et au plan actif pour produire des résultats. Alors si dans votre tête, vous pensez que vous ne valez rien, si dans votre tête, vous estimez que bon, l'entreprise que vous avez là n'est pas une entreprise, que c'est un atelier. Un atelier, c'est quoi? Au sens des normes de l'enseignement technique. Un atelier, c'est un lieu où on va fabriquer des produits. C'est ça un atelier. Mais en réalité, un atelier est une composante essentielle d'une entreprise. Alors, chers artisans, chers coiffeurs, chères coiffeuses, chers couturiers, chères couturières, chers photographes et toutes autres activités artisanales, retenez à partir d'aujourd'hui que vous constituez une entreprise. Vous constituez une entreprise, donc vous avez un local ou bien un cadre, le seul cadre qui vous coûte 15 000 ou 20 000 le mois là. Dans ce cadre-là, vous avez un espace réservé au chef, qui est votre bureau. Ça peut ne pas être séparé par des murs, mais vous avez un espace où vous avez vos documents de recrutement d'apprentis, où vous avez vos documents de gestion de la clientèle, où vous avez vos documents de gestion comptable, où vous avez vos documents d'enregistrement d'entrée et de sortie, où vous avez vos documents et votre document de relevé de taille parlant des couturiers et des couturières. Vous avez de l'autre côté
un autre espace où vous exposez vos productions. Pensez un peu à nos amies coiffeuses, à nos sœurs coiffeuses. Vous voyez, pensez un peu à nos sœurs couturières qui produisent, qui réalisent le vêtement et qui l'exposent. On appelle ça en théorie du marketing, le merchandising, pour utiliser cette expression anglo-saxonne. Bon, vous avez un espace de production, de réalisation de vos œuvres que vous appelez atelier. Donc, dans votre entreprise, il y a un espace dédié à l'atelier, il y a un espace dédié au management, à la gouvernance, aux réflexions stratégiques. Vous devez apprendre cela. Nous sommes là pour vous apprendre ça. Allez au cabinet Dr Justin, parti cabinet 16 14 21 74. Et nous allons vous apprendre ça à moindre prix. Et vous avez un espace où vous exposez. Mais on a au-delà de ça. Vous devez développer une stratégie commerciale 380 degrés. Une stratégie commerciale qui vous amène à saisir les opportunités, qui vous amène la stratégie en direction des fonctionnaires doit être différente de la stratégie en direction des commerçants. Je parle aux couturiers, je parle à la couturière, je parle à l'artisan en général. Je parle à celui qui pose les panneaux solaires et tout cela là. Votre stratégie en direction des hommes politiques ne doit pas être la même que la stratégie en direction des fonctionnaires. Les fonctionnaires sont réglés suivant le salaire. Donc à partir du 18, du 20, jusqu'au 30, jusqu'au 5, vous devez définir une stratégie. Et votre téléphone portable doit servir à quelque chose. Les réseaux WhatsApp et l'Internet ne doivent pas servir pour vous amuser. Ça doit servir pour vous à des buts professionnels. Allez vers nous, nous allons vous montrer comment cela doit se faire. Maintenant, vous les jeunes, sachez qu'en étant jeune, vous êtes limité apparemment, je dis bien apparemment, par le défaut d'expérience, par le snobisme, par la volonté de vouloir réussir vite, de vouloir gagner de l'argent vite. Ce sont des éléments, des facteurs de freinage. Sachez également qu'en tant que jeune, vous n'avez pas de grande capacité opérationnelle. De ce point de vue-là, élevez votre conscience. Dégagez de tout ce qu'il y a comme faiblesse, les faiblesses qu'il faut tout de suite corriger. Alors, piloter suivant une approche entrepreneuriale, c'est se formater un peu la vision que Jérôme Carlos a développée d'Aliko Dangote dans son ouvrage « Du salaire à la liberté financière », page 4567, je crois, dans l'introduction. Alors, piloter suivant une approche entrepreneuriale, c'est imiter cet ouvrage-là. Décentralisation, management et gouvernance associative, qui n'est pas cher. Piloter suivant une approche entrepreneuriale, parlant surtout de mes amis diplômés du secteur éducatif qui sont promus chefs d'établissement, qui sont promus et directeurs de CEG, proviseurs de lycée technique, c'est imiter cet ouvrage. Réussir le management des systèmes de formation emploi à partir d'un cas concret. Suivant 12 principes de management. Vous imaginez, dans cet ouvrage-là, on vous apprend, on vous démontre, on vous montre la nécessité pour vous de ne plus être dans l'attentisme, de ne plus être dans une démarche où vous dites, bon, en tout cas, c'est pour l'État. Le lycée, là, c'est pour l'État. De toutes les manières, dans ce lycée-là, ce lycée n'a pas pour objectif de chercher de profit. Ce lycée-là n'a pas pour objectif de chercher de l'argent. Hein? Moi, je dirige le lycée d'enseignement général de temps. Non, je dirige le lycée Tofat Premier. Moi, je dirige le lycée Béanzin. Et au lycée Béanzin, qu'est-ce qu'on fait? On prend les contributions des enfants et on les forme. Ils étudient l'anglais, l'espagnol, le français, les mathématiques, les SVT, PCT, tout ça. Et c'est fini. Vous devez avoir dans votre tête un mental et une approche entrepreneuriale. C'est la raison pour laquelle, déjà depuis quelques années, l'État vous impose d'avoir un projet d'établissement. Allez vers emploi et stratégie d'insertion professionnelle des jeunes. Parlant surtout aux responsables dirigeants de lycées techniques. Il n'y a pas de formation technique et professionnelle qui ne soit pas centrée sur l'emploi. Quelle est la raison d'être d'un lycée technique? La raison d'être d'un lycée technique, c'est de conduire des formations, d'imaginer de conduire des formations dans le sens d'aider les jeunes qui ont été formés à créer une entreprise et à défaut, à créer une coopérative ou une structure d'ordre social et tout à défaut, à pouvoir
pouvoir se faire recruter par un emploi salarié dans le privé. Parce qu'au niveau de l'État aujourd'hui, ce n'est plus sûr. Chers amis, par conséquent, nous devons changer. Je dédie finalement cette émission à Jérôme Carlos parce qu'il m'inspire sérieusement. Dans mon ouvrage là, Emploi et stratégie d'insertion professionnelle des jeunes, publié en 2012, qui a été préfacé par Jérôme Carlos, justement. Jérôme Carlos, vous verrez la signature de Jérôme Carlos à la fin. Regardez, vous verrez la signature de Jérôme Carlos à la fin de cet ouvrage-là. Hein? Je vous montre sa signature. Jérôme Carlos, qu'est-ce que Jérôme Carlos dit à la fin de cet ouvrage? C'est la préface, ça. Qu'est-ce qu'il dit à la fin de sa préface? Vous voyez, Jérôme Carlos, journaliste, écrivain. Qu'est-ce qu'il dit, feu Jérôme Carlos? En s'adressant aux jeunes, il parle de la recherche du logiciel mental. Cherchez l'ouvrage et lisez, chers jeunes. Et nous devons changer Père à l'âme de Badou. Ce comédien-là qui a l'art d'enseigner du développement personnel et tout en faisant de la comédie, un peu comme Molière qui dit changeons les mœurs par le rire. Il dit, mais si vous ne changez pas la tête de votre tête, les membres de votre tête, hein, vous n'appliquez pas la théorie de Badou, qui a été reprise pratiquement par Jérôme Carlos dans mon ouvrage, La recherche du logiciel mental. Si vous ne changez pas, si au niveau de votre manière de concevoir le management et la gouvernance de votre établissement, de votre structure et de vos projets, si vous ne changez pas, rien ne changera au niveau des résultats. Il en est de même pour les artisans. Par conséquent, je voudrais vous inviter très sérieusement, les jeunes, les artisans, les responsables d'unité, ceux qui dirigent, reconnaissez vos limites et allez vers les cabinets d'études, reconnaissez vos limites et allez vers les consultants, reconnaissez vos limites et allez vers le docteur José Patin et son équipe pour vous former. Je vous remercie.